donné 10 minutes, et puis dans le football, il y a parfois du temps additionnel. Oui. Alors, mais ça va rarement de la 3 minutes, hein, voilà. J'ai réfléchi évidemment longuement. D'abord, j'étais très heureux d'être si vous sélectionné voulez rapprocher par... le micro. J'étais très heureux d'être sélectionné par Monsieur Missonnier pour participer aux phases préparatoires qui m'ont beaucoup appris. J'ai fréquenté des gens formidables que je n'avais vus qu'à la télévision et j'étais très heureux. J'ai aussi appris beaucoup et encore ce soir. J'ai renoncé à vous faire un cours genre HEC ou ESSEC sur le management. ESCP, je pourrais aligner les écoles. Je vais vous parler de mon métier du football. La particularité du football et des employés, c'est-à-dire les joueurs, c'est qu'il faut qu'ils soient excellents uniquement 50 fois dans l'année pendant 1h30 à des dates fixées à l'avance. C'est le seul métier avec les autres métiers de spectacle ou bien les autres sports collectifs qui est de ce genre. Donc dans l'année, il y a 300 jours qui ne comptent pas et puis il faut être très bon les 50. Par exemple, Paris Saint-Germain devait être très bon hier soir. Aujourd'hui, ça n'a aucune importance et avant-hier, on a oublié. Alors, comment doit s'y prendre le manager? Évidemment, le reste du temps, il doit faire toute la préparation de management, c'est-à-dire d'abord participer au choix des joueurs avec son employeur, c'est-à-dire avec le club, et ensuite préparer les joueurs. Le moment critique, c'est qu'on a 25 joueurs en moyenne, un groupe de 25 joueurs, et le football se joue à 11. Donc, il y a un moment où le manager devra faire savoir déjà que sur les 25, il va en emmener seulement 18. Ce jour-là, il a déjà 7,5. La deuxième phase, c'est le matin du match. Ça dépend des moments, selon les clubs et selon les managers. Le moment où il va dire aux 18, désigner parmi les 18, les 11 qui vont commencer le match. Et là, il a 7,5 supplémentaires. Et après, il faut qu'il se débrouille avec les 11 qu'il a choisis, que ces 11 soient unis, même si dans la vie et dans le quotidien, c'est pas le cas, unis, rassemblés autour de l'objectif, et même parfois ils doivent se surpasser, se changer de peau avant de faire le match, dans des conditions qui sont très variables, des conditions atmosphériques très variables, mais aussi des conditions d'ambiance, selon qu'ils jouent dans leur stade ou dans un stade extérieur, parfois étrangers, parfois ennemis, avec des publics de toutes sortes. Et puis, en face d'eux, 11 collègues, mais qui sont des concurrents farouches, choisis et préparés comme eux. Et au milieu, un groupe d'arbitres, enfin ils sont 3, 5, on en met de plus en plus maintenant. Je pense que c'est leur syndicat qui est assez habile pour développer le nombre de postes, puisqu'on arrive à faire des matchs avec 5 arbitres, dont 2 qui ont très froid, c'est ceux qui ne bougent pas derrière les buts. Donc, comment amener ces 11 garçons, et puis les 7 remplaçants, et puis les autres qui ne vont pas être là ce jour-là, dans un état de forme excellent, 40 à 50 fois selon le programme de l'équipe et le niveau, dans l'année. Bon, on apprend dans les stages et dans la formation, bien sûr, sur le plan de la condition physique, sur le plan de la connaissance tactique, de la connaissance technique. Ça, c'est le métier quotidien. Mais comment, d'une manière pointue, on arrive à amener ces 11 fauves à vouloir dévorer les 11 d'en face? Alors, j'ai longtemps réfléchi. J'ai commencé à être entraîneur presque, je pense, dans mon village à 16 ans, j'avais les 12 ans comme élève, et puis ensuite au service militaire où j'étais entraîneur des forces françaises en Allemagne, j'étais dans les chars, mais entraîneur de football, et j'ai réussi à tirer quelques idées, et finalement j'ai eu recours au rite. J'ai pensé un jour que les activités humaines qui se perpétuait à travers les âges, en dehors des activités d'alimentation et de protection humaine,
Eh bien, il y en a deux, c'est la religion et les armées. Et ces deux pratiques humaines se perpétuent à travers les âges, quelle que soit la religion et quelles que soient les armées. Vous pouvez réfléchir que, par exemple, en lisant Astérix, vous pouvez retrouver une équipe de parachutistes de Bijar très facilement en action. Et donc, dans la religion, c'est pareil. Les religions s'affirment par des rites. Donc, j'ai créé, dans mon club et dans mon équipe, des rites. Les rites, c'est fondé sur le respect d'un certain nombre de choses. C'est l'histoire du club. Le club fondé en 1905 par un abbé, etc. Les héros du club qui ont péri dans les deux guerres qu'on a eues dans le XXe siècle. Et puis, l'amour de la ville dans laquelle on est, les accrocher aux gens, aux supporters, même quand il n'y en a pas beaucoup. Et puis ensuite, eh bien, les unir par des petites choses qu'on peut faire dans les entreprises. Pas des réunions et surtout pas des repas, parce qu'une équipe de football, c'est 150 repas en commun par an. Et un jour, avec des pâtes à chaque repas, donc oui, je peux vous donner le menu. Et une fois, le président, on avait fait une bonne saison, il dit bon, je vais payer un repas aux joueurs. Je dis non, donnez-leur des bons pour aller manger avec leur ami ou avec leur épouse dans le restaurant qu'ils voudront, mais les faites pas manger ensemble. C'est déjà, on n'a fait que ça toute l'année. Mais bon, avec tous ces rites et aussi une exigence très précise dans les 24 dernières heures qui précèdent le match, et notamment la dernière journée, à la minute près, on arrive à avoir cette union et la tenir. Parce que, évidemment, là, je suis dans le temps additionnel, vous m'avez fait signe. Non, même pas encore, oui. Vous anticipez bien. Oui, il faut tenir compte aussi des éléments extérieurs qui, dans le sport professionnel, sont extrêmement variables. L'intervention de l'argent, c'est un lieu c'est jamais le même salaire pour chacun des joueurs. Chacun, bien sûr, estime qu'il mériterait mieux, etc. Il faut leur faire oublier tout ça pour les unir autour de l'objectif de la journée, qui est de gagner le match. Quelle est la suite de ça ? Eh bien, s'ils ont été bien préparés et qu'ils perdent, c'est le cas aussi du manager, ce jour-là, ces minutes-là, quand on a perdu, on est anéanti. Évidemment, comme c'est concentré sur 50 fois dans l'année, c'est des sentiments très forts. On doit connaître ça aussi dans une entreprise quand, par exemple, on espérait faire une affaire formidable et puis qu'elle ne se fait pas. Mais là, c'est à chaque fois, à chaque défaite, c'est un anéantissement total. Le sol, elle se dérobe sous vos pieds. Et deuxième, alors là, il y a un danger, c'est que le manager doit remonter tout ça le plus tôt possible pour passer au match suivant. Et puis l'autre danger, c'est après une victoire. C'est une victoire, quelle qu'elle soit, importante ou pas importante. Il y a un sentiment de bien-être, un sentiment de... Là, c'est pas le sol qui se dérobe sous les pieds, c'est l'homme qui monte et qui touche plus terre. Et c'est une position extrêmement dangereuse aussi dans le groupe, parce que le groupe, à ce moment-là, perd ses facultés qu'on lui avait données, ses vertus, et on est très en danger pour le match suivant. Vous avez reconnu sans doute deux positions qui existent bien sûr dans toutes les entreprises et auxquelles il faut veiller. Merci beaucoup pour ce témoignage. Puisque vous avez été très concis, quel respect du timing, on voit que vous faites de la radio. Une question supplémentaire peut-être sur cette dimension de gestion des talents et l'importance du collectif. Un collègue entraîneur, mais qui lui travaille plutôt avec des ballons qui sont ovales, m'a dit un jour, si un joueur est extrêmement talentueux, mais s'il n'arrive pas à se fondre dans le collectif, ma responsabilité, c'est de l'éjecter, si talentueux soit-il. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est une manière, mais moi j'étais dans un club, évidemment, d'une petite ville et qui est parti de rien du tout. Et les joueurs, c'est l'entreprise. Donc, éjecter, c'est la dernière chose. Je crois que j'en ai éjecté 2 en 40 ans. Il faut les corriger. Alors, les corriger, parfois, il y a tous les moyens. Alors là, faut rentrer dans les détails, mon cher Guy. Là, on prend du temps additionnel. 2 exemples de correction.
Bon, ceux que j'ai pas pu... les deux, il y en a un qui s'est fait prendre 2 fois dans Paris au petit matin en voiture sans permis avec plus de 2 grammes d'alcool. Là, j'ai pas pu... j'ai dit, on peut pas corriger. Et l'autre, c'est pareil, il s'était laissé entraîner dans la boisson, alors que c'est contraire même à la condition physique et tout, puisque l'excès est contraire à tout, à la vie normale. Donc les deux, après plusieurs avertissements, intervention des parents, parce que c'est l'autre caractéristique du sport, c'est que nous avons des employés qui ont tous moins de 35 ans. La moyenne, c'est environ 26-27 ans. C'est une manière particulière de voir le monde. Et 2 exemples où vous avez réussi à les corriger, justement, mais positivement, à les ramener dans le droit chemin, dirait-on. Bon, l'exemple le plus remarquable et que vous connaissez tous, mais vous le connaissez sous une autre image, c'est un grand acteur de cinéma et de théâtre qui a joué au football avant, que nous avons été chercher à 14 ans et que nous avons eu pendant 7 ans avant qu'il aille dans un autre club. Nous devions le redresser. Enfin, il était au centre de formation. Le directeur du centre de formation, c'était la première instance et moi j'étais la cour d'appel. Eh bien, toutes les semaines, il venait dans mon bureau. C'était une habitude. Il y avait de quoi venir dans mon bureau toutes les semaines. Mais il était tellement talentueux que, eh bien, nous avons toujours pris sur nous pour arriver à en faire l'un des meilleurs joueurs d'Europe ou du monde. Ce que nous avons pu faire, et ensuite ça s'est arrangé. Vous l'avez mis à la peinture, c'est ça? Après son adolescence tumultueuse, eh bien il fait une suite de carrière magnifique. Merci pour cet exemple. On peut applaudir Guéroult, c'est toujours un bonheur de le retrouver.